Bienvenue dans votre revue tech de la semaine. Et cette semaine, il s'est passé quelque chose de rare. Une annonce qui a fait trembler à la fois les joueurs, les politiques, les boutiques de quartier. Sony a signé l'arrêt de mort du jeu vidéo physique. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car partout, la même question revient. Lorsque tous les produits culturels seront dématérialisés, qu'est-ce que l'on possédera encore, vraiment? Au programme, le séisme Sony et la fin du disque, le retour sous très haute surveillance de l'IA la plus puissante du monde, la Chine qui verrouille son indépendance technologique, la révolte contre les data centers qui gagnent la France, et la course à la puce en 3 dimensions. C'est dense, c'est passionnant, on y va. Commençons par le sujet de la semaine, celui qui a tout écrasé. Mercredi 1er juillet, PlayStation publie sur son blog officiel une annonce historique. À partir de janvier 2028, plus aucun nouveau jeu ne sortira sur disque. Terminé. Les nouveautés seront vendues exclusivement en numérique sur le PlayStation Store ou en magasin sous forme de simples codes de téléchargement. Les jeux déjà sortis, eux, ne sont pas concernés. La réaction a été volcanique. Plus de 100 millions de vues sur le message officiel, une vague de colère mondiale. Et pourtant, sur le papier, Sony suit la pente du marché. Le dématérialisé représente environ 80% des ventes mondiales. En 2016, c'était 27%. La messe est dite. Mais le vrai sujet est ailleurs. Ce que les joueurs perdent, ce n'est pas un bout de plastique. C'est un régime de propriété. Un disque, ça se prête, ça s'offre, ça se revend, ça se conserve 20 ans. Un jeu dématérialisé, c'est une licence d'utilisation, révocable. Et ce n'est pas de la théorie. Sony a déjà supprimé plus de 550 films des bibliothèques de ses utilisateurs sur le PlayStation Store, après la fin d'un accord avec Studio Canal. Des gens avaient payé, ils ont tout perdu. Vous avez payé pour du vent. Et la France dans tout ça? Eh bien la France est un cas d'école. 67% des acheteurs français disent préférer le jeu physique, selon une grande étude du CEL. Les raisons invoquées sont parlantes. La collection, le prêt, le cadeau, la revente. Le pays conserve encore plus de 300 boutiques Micromania, un réseau exceptionnel à l'échelle européenne, et le physique y pèse encore 42% du marché des jeux consoles, bien plus qu'ailleurs. Il y a chez nous une culture de l'objet culturel. Le livre dans la bibliothèque, le vinyle, le jeu sur l'étagère, qui rend cette annonce particulièrement douloureuse. Et comme souvent en France, la polémique est devenue politique en un temps record. Moins de 24 heures après l'annonce, Jean-Luc Mélenchon montait au créneau. Le jeu vidéo est un bien culturel, dit-il, et demain, vous paierez sans jamais rien posséder. Ni prêt, ni revente, ni garantie de conserver ce qu'on a payé. Le candidat à la présidentielle, opportuniste, promet d'ouvrir le chantier législatif en 2027 avec, au passage, l'idée d'un centre national du jeu vidéo sur le modèle du CNC. Plusieurs analyses de la semaine soulignent un point fascinant. La colère la plus structurée ne vient pas forcément des plus jeunes, qui ont grandi dans le monde des comptes et du cloud, ni des plus âgés. Elle vient des générations charnières, celles qui ont connu les deux mondes, la cartouche, le CD, l'occasion, le prêt entre copains, et qui mesurent exactement ce qui disparaît. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est une comparaison historique vécue, le passage de la propriété à la licence. Derrière la décision, il y a évidemment l'économie. Supprimer le lecteur de disque, c'est économiser 50 à 100 euros par console, à l'heure où le coût de fabrication de la future PS6 aurait déjà bondi à 960 $, merci la crise de la mémoire vive dont on vous parlait la semaine dernière. Et pendant ce temps, les dirigeants de Sony évoquent déjà en interne une possible nouvelle hausse du PlayStation Plus après celle de mai dernier qui atteignait déjà 43% sur certaines formules. Rentabilité record, mais l'appétit vient en mangeant. Alors, que faire? Les observateurs les plus lucides s'accordent. Les pétitions ne ramèneront pas le disque. Le combat qui compte désormais, c'est le cadre juridique du numérique. Baisse des prix des jeux dématérialisés, puisque les coûts de pressage et de distribution disparaissent. Licence garantie à vie, non révocable. Possibilité de prêter, voire de revendre un jeu numérique. Et ouverture du monopole du PlayStation Store à la concurrence.
Sans cela, cette transition ressemblera moins à un progrès qu'à une confiscation. Et le monde du cinéma regarde tout cela avec angoisse. Si le jeu vidéo cède, le Blu-ray, dernier rempart de la préservation des œuvres cinématographiques face au catalogue mouvant du streaming, pourrait suivre. D'autant plus que les consoles de Sony figurent parmi les lecteurs les plus utilisés au monde pour regarder des films en Blu-ray. Plusieurs éléments nous amènent d'ailleurs à être très pessimistes quant à l'avenir de ce support physique. Pour rappel, en février 2025, Sony avait décidé d'arrêter la production de Blu-ray enregistrables. Cette année, l'entreprise a annoncé la fin de ses enregistreurs Blu-ray. Parallèlement, l'usine Sony de Talgo, en Autriche, décrite comme la dernière usine de disques entièrement détenue par Sony, est en cours de reconversion vers la production de micro-lentilles optiques. À ce sujet, selon les informations publiées après l'annonce concernant PlayStation, cette usine produit actuellement environ 600 000 disques par jour, dont approximativement la moitié pour PlayStation. Et sa production de disques devrait tomber à environ 10% de son niveau actuel d'ici 2028. Bref, le pressage de masse est appelé à disparaître, conduisant le marché du Blu-ray au mieux à devenir une toute petite niche et, au pire, à disparaître purement et simplement. De la possession des jeux à la possession des intelligences artificielles, il n'y a qu'un pas. Et là aussi, la semaine a été spectaculaire. Fable 5 est de retour. Le modèle de pointe d'Anthropic, débranché mi-juin sur ordre de Washington, on vous a raconté toute l'affaire d'espionnage la semaine dernière, est à nouveau accessible partout dans le monde. Mais pas n'importe comment. Anthropic a dû accepter des conditions draconiennes. Détection proactive des usages à risque, collaboration étroite avec les autorités, notification immédiate de toute activité malveillante. Près d'une tâche sensible sur 10 est purement bloquée par le modèle. Et Washington a prévenu, le disjoncteur peut être réactivé à tout moment. Retenez ce mot, disjoncteur, kill switch. Car pour l'Europe, la leçon est brutale. Un décret américain peut couper, du jour au lendemain, l'accès à un outil devenu critique pour des milliers d'entreprises européennes. Certains parlent de vassalisation numérique. L'Autriche a même suggéré à la Commission européenne de faire une offre à Anthropic pour l'attirer sur le continent. Peu de chances que ça aboutisse, mais le symbole dit tout. Et l'imbrication entre l'État américain et les labos d'IA franchit un nouveau cap. Selon le Financial Times, Sam Altman a proposé à Donald Trump de céder gratuitement 5% du capital d'OpenAI au gouvernement, via un fonds souverain. 42 milliards de dollars, comme ça. Officiellement, pour financer à terme une forme de revenu universel américain. Officieusement, pour s'acheter la paix réglementaire, un commentateur financier a parlé ironique de taxes de protection façon mafia. Le plus frappant, Trump et Bernie Sanders, que tout oppose, soutiennent la même idée. L'IA n'est décidément plus un logiciel, c'est une affaire d'État. Pendant que l'Amérique verrouille, la Chine, elle, ouvre. Et c'est toute l'inversion géopolitique du moment. Meituan, le géant de la livraison, a dévoilé un modèle géant de 1600 milliards de paramètres, entraîné intégralement sur 50 000 puces 100% chinoises. Zéro Nvidia. DeepSeek a publié en open source un outil qui accélère l'inférence de 80% en moyenne. Et Pékin débloque l'équivalent de près de 300 milliards d'euros pour bâtir un réseau national de data centers souverains d'ici 2028. Le message est limpide. L'embargo américain sur les puces n'a pas étouffé la Chine. Il l'a forcée à devenir autonome. Côté produit, notons quand même le lancement surprise de Claude Sonnet 5 chez Anthropic, un modèle intermédiaire qui rivalise avec le haut de gamme et devient le standard des utilisateurs gratuits. Et de Claude Science, un environnement de travail dédié aux chercheurs. Et chez Meta, Mark Zuckerberg annonce que la modération de Facebook et Instagram sera automatisée à 90% d'ici la fin de l'année. Réactivité imbattable certes, mais l'humour, le second degré, la satire politique arbitrée par un algorithme entraîné selon la culture juridique américaine, en collision frontale avec le droit européen, voilà un chantier explosif. Et puis, il y a l'endroit où l'IA devient très concrète, le territoire. Un grand dossier de la presse française l'a montré cette semaine, canicule à l'appui, l'IA sort de son apparente immatérialité. Derrière le cloud, il y a du béton, des câbles, des mégawatts et des litres d'eau. Aux États-Unis, la contestation contre les data centers explose. 7 Américains sur 10 opposés à une installation près de chez eux.
Près de 200 collectifs actifs dans 42 États, 152 milliards de dollars de projets bloqués ou retardés en un an. Et le plus frappant, cette résistance est transpartisane. Trumpistes, démocrates, agriculteurs, écologistes, tous réunis autour des mêmes questions. Qui prend l'eau? Qui prend les terrains? Qui paie les réseaux? La France n'est pas épargnée. Environ 315 data centers aujourd'hui, peut-être 500 en 2030. Des premiers conflits émergent près de Grenoble, dans la Drôme, et François Ruffin a fait du projet géant de Google dans l'Indre un thème de campagne, avec, disons-le, quelques approximations factuelles relevées par plusieurs observateurs. Mais attention au piège. Refuser toute infrastructure sur son sol, c'est consommer la même IA, hébergée ailleurs, sans aucun levier de régulation. Le débat, à coup sûr, s'invitera dans la présidentielle de 2027. Justement, parlons du nerf de cette guerre, les puces. La semaine a été folle côté semi-conducteurs. Huawei, privé des machines de gravure européennes par les sanctions, contre-attaque avec une idée brillante. Plutôt que de rétrécir les transistors, elle plie les circuits en deux et les empile verticalement. Résultat annoncé, 55% de densité en plus, sans machine de pointe. IBM, de son côté, dévoile un prototype sous le nanomètre, 0,77 atomes d'épaisseur. Et OpenAI a conçu sa puce Jalapeno en 9 mois au lieu de 3 ans, en utilisant sa propre IA pour dessiner l'architecture. L'IA qui conçoit les puces qui feront tourner l'IA. La boucle est bouclée et la course à la miniaturisation horizontale cède la place à l'ère de la 3D. Pendant ce temps, la crise de la mémoire vive, notre fil rouge de la semaine dernière, connaît 2 rebondissements. 1. Une action de groupe a été déposée en Californie contre Samsung, SK Hynix et Micron, accusés d'avoir organisé une pénurie artificielle jusqu'à plus 700% sur certaines mémoires. 2. Les marchés ont tremblé. L'indice des semi-conducteurs a perdu plus de 10% en 2 séances, Micron a dévissé et l'écart de volatilité entre le Nasdaq et le reste de la cote a atteint un niveau inédit depuis 2008. Rien ne dit qu'une bulle éclate, mais le marché, clairement, commence à compter les points. Allez, tour d'horizon rapide de ce qu'il ne fallait pas rater. Google déploie cet été ses AI Overviews en France, dernier bastion européen. Des réponses générées par IA en haut des résultats de recherche, avec un opt-out pour les éditeurs et le maintien des droits voisins. Les grands médias sont à peu près protégés. Les blogs, forums et petits sites, beaucoup moins. Le web français retient son souffle. Apple, de son côté, vit un cauchemar. Des téraoctets de données volées chez son sous-traitant indien Tata révèlent tout de l'iPhone 18 Pro, puce gravée en 2 nanomètres, conception modulaire, ouverture variable sur le capteur photo. Meta, de son côté, teste l'abonnement sur le matériel. La fonction d'amplification vocale des lunettes Ray-Ban devient payante au-delà de 3 heures par mois. 20$ mensuels pour activer une puce que vous avez déjà achetée. BMW avait tenté le coup avec les sièges chauffants, on a vu le résultat. Amazon lancera son Internet satellite Léo fin 2026 avec 390 satellites en orbite malgré une sérieuse crise des lanceurs face aux 10 000 de Starlink. Microsoft s'engage à sécuriser ses services critiques contre les ordinateurs quantiques d'ici 2029, emboîtant le pas à Google et Cloudflare. Et côté smartphone, le Honor Magic V6 impressionne la presse spécialisée. Pliable, 4 mm d'épaisseur, 2 jours et demi d'autonomie, de quoi faire transpirer Samsung. Et on termine par la plus belle histoire de la semaine. Grâce au deep learning et au synchrotron de Grenoble, des chercheurs ont déchiffré plus de 70 colonnes d'un papyrus carbonisé par l'éruption du Vésuve il y a presque 2000 ans. Un traité stoïcien sur les vices et les vertus, la cupidité, l'arrogance, la flatterie. L'IA qui ressuscite un texte sur la modération des appétits humains. Avouez que ça ne s'invente pas. Alors, le fil rouge de cette semaine, la question de la possession et du contrôle. Les joueurs de console découvrent qu'ils n'achèteront bientôt plus des jeux, mais des droits d'accès révocables. Les États entrent au capital des laboratoires d'IA et gardent la main sur le disjoncteur. Les territoires découvrent que le cloud, c'est leur eau et leur électricité. Partout, la même bascule. La tech cesse d'être un objet qu'on possède pour devenir un service qu'on nous concède.
Et la vraie bataille des prochaines années ne sera peut-être pas technologique, mais juridique. Redéfinir nos droits dans un monde où plus rien ne nous appartient tout à fait. C'était votre revue tech de la semaine. Prenez soin de vos sauvegardes et à très vite.